Bien, alors je vais faire le commentaire encore plus rapide de la toute dernière sous-partie pour parler un petit peu des sciences humaines et en particulier de l'histoire. C'est-à-dire que enfin, le but de cette sous-partie, c'est d'abord de, comment dire, de compléter ce qu'on a vu avant pour montrer que euh, à côté des sciences dites dures, à côté des mathématiques, à côté de la physique et de la biologie, il y a aussi d'autres sciences, d'autres disciplines dans lesquelles on produit des connaissances, des savoirs de manière méthodique, hein, pour le dire de manière générale, qu'on appelle les sciences humaines, les sciences sociales. Parfois on dit les sciences molles pour les opposer aux sciences dures, mais évidemment c'est un peu péjoratif. Enfin, d'autres sciences, quoi, pour le dire autrement, qui ont elles aussi leur méthode pour parvenir à la vérité, une méthode qui se distingue de la démonstration mathématique, bien sûr. On ne peut pas faire de démonstration en histoire, on ne peut pas faire de démonstration formelle mathématique en psychologie bon, ou en sociologie. On ne peut pas non plus, quoique là ça peut un peu plus se discuter, faire d'expériences. Enfin, si on peut faire des expériences en psychologie, on peut faire des expériences en sociologie. Euh, mais c'est pas, disons que l'objet sur lequel on travaille est quand même très différent, très particulier. D'un côté, on a affaire à la matière inerte, hein, c'est la physique, par exemple. De l'autre côté, on a affaire aux humains. Donc, si on peut faire des expériences, ce sera avec des, comment dire, des précautions et des limites qu'on ne rencontre pas dans d'autres sciences. Bon, mais au-delà de ça, enfin, si on parle par exemple de l'histoire, le discours historique, c'est un discours qu'on peut rappeler scientifique parce que un historien ne raconte pas n'importe quoi, hein. C'est pour ça que le premier point là, que je voulais évoquer, c'est l'opposition entre le discours mythique et le discours historique. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les cultures, toutes les civilisations se sont racontées des histoires sur leur passé, mais si on le dit comme ça, se sont racontées des histoires sous un aspect fictif. Ça prenait la forme des mythes. Les mythes, beaucoup de mythes racontent les origines supposées de la communauté, de la société, du peuple en question, du peuple qui raconte cette histoire. Les mythes peuvent raconter même l'origine du monde, l'origine de l'univers, l'origine de la lutte entre le bien et le mal, enfin, etc. etc. Mais ce qu'il y a de... Enfin, un mythe, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça cherche à donner une intelligibilité, un sens au monde, à ce qu'on vit. Mais, comment dire, il n'y a pas la contrainte de devoir coller à la réalité passée. C'est-à-dire qu'un mythe, c'est une façon d'imaginer l'origine de quelque chose, d'une institution, d'une pratique, d'un groupe, etc. Mais sans que, comment dire, il y a un travail pour chercher comment réellement cette pratique, cette institution, etc. Sont nées et sont apparues. La différence avec le discours historique, c'est que le discours historique, lui, euh, il, se, il a l'exigence d'être un discours vrai, un discours qui correspond aux faits, qui correspond à la réalité passée. Alors, pour le dire vite, l'histoire elle est apparue en Grèce, et justement c'est en Grèce que sont apparues aussi la philosophie et les sciences, et toutes ces disciplines, on pourrait dire, sont nées en s'opposant ou en s'extrayant des récits mythologiques. C'est-à-dire que dans tous les cas, que ce soit les premiers historiens, les premiers philosophes ou ce qu'on pourrait appeler les premiers physiciens, ils ont tous essayé d'expliquer un ensemble de phénomènes en recourant seulement à l'observation, à la raison, et sans faire intervenir l'imagination et le monde surnaturel, sans faire intervenir les dieux, pour parler clairement. Donc l'histoire, il faut retenir, voilà, c'est un discours, il y a eu une narration, on va dire, en histoire. Un historien, d'une certaine manière, il raconte des histoires, mais l'exigence qu'il doit respecter, c'est que ces histoires, elles doivent s'appuyer sur des faits, elles doivent correspondre à la réalité, à ce qui s'est réellement passé. Voilà. Alors après, si je passe au deuxième point, il y a une difficulté, bien sûr, c'est que par définition, l'objet de l'histoire, c'est-à-dire le passé, n'est plus, hein. Euh, les autres sciences dont on a parlé, la physique, la biologie,
ont les scientifiques, ils ont sous leurs yeux les objets sur lesquels ils travaillent. Enfin, même si évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin, c'est grossier de dire ça, mais si on prend un biologiste qui travaille sur les cellules, il peut avoir sous les yeux, même si ses yeux ils doivent être largement équipés avec des instruments très, très évolués, les microscopes, etc. Pour observer son objet, il lui faut tout un appareillage, mais il peut quand même observer son objet. Son objet, il est présent là, maintenant, tout de suite, dans le monde. Alors que l'historien, par définition, il travaille sur des personnages qui sont morts depuis longtemps, sur des événements qui ont eu lieu il y a longtemps, et il ne peut pas les observer directement. C'est pour ça que un historien a dit, un des fondateurs de l'histoire, a dit que on pouvait définir l'histoire comme une connaissance indirecte du passé. C'est pas on étudie le passé, mais ce passé, on l'a pas présent sous les yeux. C'est pas un objet présent de l'esprit. Donc, c'est une connaissance indirecte qui doit passer par des intermédiaires. Ce que le même historien, qui s'appelait Seignobos, a appelé des traces. C'est-à-dire que le passé qui n'est plus a laissé des vestiges, a laissé des traces qu'on peut retrouver aujourd'hui. Pensez aux vestiges que peuvent retrouver les archéologues, par exemple. Des fondations de maisons, des rues pavées, des armes, des bijoux, enfin, etc., voire même des livres, des écrits, enfin, etc. L'historien, il trouve ces traces, et ces traces, elles sont bien présentes, ce sont bien des objets qui existent aujourd'hui et qui ont traversé le temps, on va dire, qui ont traversé parfois des siècles et des siècles. Mais ces traces, ce n'est pas le passé, ce ne sont que des objets présents qui, comment dire, font signe vers le passé, on pourrait dire. Et donc l'idée, le travail que doit accomplir l'historien, c'est à partir de ces traces, recomposer, reconstruire le passé auquel ces traces correspondent. Ou reconstruire les faits, si vous voulez. En histoire, comme dans les autres sciences, mais on va rester sur l'histoire, les faits, on peut dire, enfin, c'est une formule qu'on utilise souvent en épistémologie, les faits ne sont pas tout faits, les faits doivent être construits, les faits doivent être faits. Dire que voilà, pour pouvoir affirmer comme un fait que la prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789, il faut des documents, il faut des traces archéologiques, il faut retrouver des textes dans lesquels il y a des témoignages, etc. etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer ça comme ça directement, parce que la prise de la Bastille, personne aujourd'hui ne peut l'observer. Voilà. Donc c'est bien par les traces du passé qu'on peut reconstituer ce passé. J'aime bien faire le parallèle avec une enquête policière. C'est-à-dire qu'un inspecteur qui arrive sur une scène de crime, il voit un certain nombre d'éléments dans la pièce, du sang, des armes, des objets cassés, etc. etc. L'événement qui a eu lieu, le meurtre, il ne peut pas le constater, il ne le voit pas, mais c'est à partir de ces traces-là, de ces objets-là, de ces indices qu'il va reconstituer. Il y a une dimension d'imagination qui est entrée en compte, hein, mais une imagination qui c'est pas, on n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans la fabulation. Il va falloir imaginer, faire des hypothèses qui seront plus ou moins confirmées par les faits. Et la bonne hypothèse, celle dont on jugera qu'elle correspond à la vérité, c'est celle qui rendra le mieux compte du plus grand nombre de phénomènes. Voilà. Donc cette méthode, pour terminer, hein, parce que voilà, je disais on va vite, cette méthode qui permet de passer des traces aux faits, de construire le discours historique, c'est ce que les historiens au XIXe siècle ont appelé la méthode critique. La méthode critique, c'est un ensemble de questions que les historiens posent aux documents, posent aux archives sur lesquelles ils vont travailler. Ils vont s'intéresser, alors je ne rentre pas dans le détail, mais il y a la méthode, il y a la critique externe du document, la critique interne. La critique externe, elle porte sur le côté matériel du document. Elle va examiner le papier, essayer si on parle d'un document écrit, étudier le papier, sa composition, la date à laquelle il a pu être produit. Pour ça va permettre d'authentifier le document ou de le dater. La critique interne, elle va porter sur
le sens, sur ce qui est dit, sur le sens à attribuer à ce document, la valeur qu'on doit lui accorder, euh, l'intérêt qu'on doit lui porter, enfin, etc. Voilà. La méthode critique, c'est la méthode que les historiens mettent en œuvre pour essayer d'élaborer des connaissances, pour essayer d'aboutir à ce qu'on peut appeler des vérités historiques. Voilà. Mais ce que je tenais à dire dans cette partie-là, c'est pour ça que je l'ai ajouté, même si on l'aura vu rapidement, c'est qu'il n'y a pas que dans les sciences de la nature et dans les sciences formelles comme les mathématiques qu'il y a de la vérité et qu'on peut produire des discours vrais. Il y en a aussi dans ces sciences qu'on appelle, comme je disais au début, les sciences humaines, les sciences sociales. Là, on a parlé de l'histoire, mais on aurait pu parler de la manière dont travaillent les sociologues, la manière dont travaillent les psychologues, etc. etc. Les ethnologues, par exemple, ou les sociologues, ils observent, ils mettent en œuvre la méthode qu'on appelle l'observation participante, par exemple, c'est-à-dire le fait de rentrer dans la vie d'un groupe, d'y passer parfois plusieurs mois, je pense aux ethnologues, hein, passer plusieurs mois en compagnie de tel ou tel peuple euh, lointain dans la planète, sur la planète, etc. Bon, voilà. Il y a différentes méthodes selon les sciences dont on parle, mais il y a de la vérité ailleurs que dans les sciences dites dures, on va dire. Voilà.